Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui on va faire le défi 500 km avec le tout nouveau Polestar 4. Je vous rappelle les fondamentaux, on a une batterie de 100 kWh, architecture 400 volts, deux moteurs 536, 540 chevaux et une autonomie NRCan de 451 km. Avant de commencer le défi, on va faire le tour du véhicule pour vous donner une bonne idée de ce multisegment VUS coupé que, honnêtement, moi je trouve que c'est pas mal plus une berline avec un liftback. Puis il y a certaines petites particularités importantes à mentionner. Allons-y. Commençons le tour du propriétaire avec la calandre à l'avant, design typique Polestar. Honnêtement, Polestar commence à faire sa marque. Ça avait commencé avec le Polestar 1, Polestar 2, qui étaient des véhicules un peu plus rebadge, de la réingénierie de plateforme Volvo. Polestar 3 aussi, c'est sur la plateforme du EX90, qui est une adaptation de la plateforme thermique Volvo. Mais là, avec le Polestar 4, on est sur la plateforme SEA. Ça veut dire Sustainable Experience Architecture. C'est une plateforme développée par Geely Zeekr, qui est le gros groupe automobile dans lequel Volvo se situe. Particularité intéressante, c'est une plateforme qui est développée en Suède chez Zeekr Engineering, essentiellement, mais c'est un véhicule pour le marché chinois, designé en Chine, assemblé en Chine, sauf pour l'Amérique du Nord. Ce véhicule-là est assemblé en Corée. Mais c'est ça, c'est un véhicule pour le marché asiatique, développé pour le marché asiatique, et vous remarquerez qu'il y a des particularités intéressantes telles que il n'y a pas de lunettes arrière. C'est seulement un système de caméra qui fait d'office pour votre vision. Et on va ouvrir le haillon motorisé. Un peu lent. Vous voyez, liftback, espace cargo raisonnable, et puis il y a des particularités étranges comme ceci, ce panneau. Si on tire, vous avez accès à l'habitacle. Mettre des objets longs, je le sais pas, c'est bizarre. On va refermer ça. Sous-plancher, oups, là c'est un peu bizarre. Le sous-plancher, 2 niveaux. Vous voyez, là, on peut descendre ça. C'est configurable. Écoutez, rien à dire ici. Là. Puis ça, c'est pas réellement bleu. Là. C'est juste que le plastique de protection est resté. J'ai essayé de l'enlever, mais c'est trop compliqué. On va le laisser là. C'est un véhicule flambant neuf. Et je reviens sur le profil. Vous remarquerez, hein, on parle de VUS coupé. Mais regardez bien, là. Vous ne trouvez pas que ça ressemble pas mal plus à une sorte de hatchback, liftback? Mais bon, aujourd'hui, les VUS, ça peut être n'importe quoi. Donc, on va continuer de dire que c'est un VUS, même si je ne suis pas d'accord. Ça reste un véhicule avec une bonne bouille. Puis, fait intéressant, c'est un véhicule extrêmement large. Très large, là, c'est à peu près 10 % plus large là, qu'une Model 3 puis un Ioniq 6. Véhicules qui sont plus compacts. Donc, effectivement, écoutez, peut-être que c'est pour ça qu'ils la mettent dans la catégorie des VUS. Et un autre fun fact, fait intéressant, c'est sur la même plateforme que le EX30, ce qui fait aucun sens. Véhicule microscopique, le EX30, puis Polestar 4, l'autre extrémité. Véhicule immense. Allons à l'intérieur. Avons-nous un frunk à l'avant du Polestar 4? La réponse est oui. Est-il de taille appréciable? La réponse est non. C'est minuscule. Je mettrai seulement mon chargeur puis mon triangle de sécurité. Lave-glace, petit panneau ici que, en réalité, pourquoi le laissons juste pas enlevé? C'est juste... Regardez, la personne auparavant n'a même pas fermé le... À la fin, là, je trouve que ça, c'est un peu inutile. Là, toute la vaisselle, la mécanique est là. On aurait pu tout enlever ça. On aurait pu sauver de l'argent. Puis le frunk, je le trouve un peu inutile ici. Et ensuite... Va falloir que je prenne 2 mains pour le fermer. Poignée qui se présente. Style comme le Ioniq 9, si je me souviens bien. Espace à l'arrière, très luxueux, très généreux. Là. C'est business class, comme on pourrait dire. C'est un véhicule 5 places, là, mais j'ai juste abaissé l'accoudoir parce que c'est un accoudoir un peu intéressant. Où est-ce que, regardez, on a un bouton ici où on peut incliner la banquette arrière. Pour agrémenter notre confort, siège sport, espace pour les jambes, super généreux. On a un écran pour la climatisation, ajuster notre siège, etc., etc. Puis si j'appuie ici, ploup! Ouais, c'est ça, siège chauffant. Et il y a un bouton là, pour répéter l'ajustement de la banquette, porte-gobelet, et voilà. Et là, on peut remonter ceci, et vous aviez une meilleure vue de la banquette arrière. Regardez la qualité, rien à dire, éclairage ambiant personnalisable. Puis ce qui est intéressant, regardez, on a même de l'éclairage ambiant là,
à l'arrière. Toit en verre, électrochromatique, donc un peu comme l'ID Buzz, là, on peut le rendre clair ou opaque. C'est dans l'interface à l'avant. Mais somme toute, c'est un véhicule luxueux. Hein? N'oubliez pas, on commence à 65 000 $, mais modèle à l'essai 82 000 $. Ça monte vite, mais ici, là, rien à dire, l'espace à l'arrière, c'est très, très, très logeable. Et vous remarquerez aussi, c'est des vitres, des portes sans cadre, donc pour aller chercher un effet un peu plus sportif. Je considère ce véhicule-là comme un GT, un Grand Tourer, grosse berline, puissante, liftback. C'est sûr qu'on n'est pas là, dans une Porsche Panamera ou une Porsche Taycan, mais c'est le même esprit ici. Allons voir notre fiche signalétique qui est un peu cachée. Fabriqué par Polestar Performance AB, qui a été assemblé en août 2025 et Made in Korea. Oui, c'est un véhicule qui est assemblé chez Renault Corée pour le marché nord-américain, puisque jusqu'à tout récemment, les véhicules assemblés en Chine n'étaient pas permis. Et ils vont marquer le numéro de série, très intéressant, si le focus se fait, c'est le 129e Polestar 4 qui a été assemblé. Malgré tout, assemblage et construction excellente, mais on est les premiers dans la série. De vous mentionner que, encore une fois, l'assemblage est impeccable à l'avant aussi, ça se répète. Voici l'intérieur, un beau volant avec beaucoup de boutons. C'est pas tactile, c'est des vrais boutons. Et un écran d'infodivertissement. C'est quelque chose qu'on reprend dans des véhicules Zeekr, Zeekr 001. C'est là qu'on a vu cet écran-là, mais c'est une interface Android automotive qui est adaptée à la sauce Polestar. C'est très carré, a du orange, on a du blanc et du noir. Ça fonctionne bien. Contrôle de climatisation un peu à la Tesla, vous voyez là. Puis on peut même faire osciller les bouches d'aération. À la fin, moi je le sens en automatique, j'y touche plus. Mais c'est simple. Dans les paramètres, on peut ajuster plusieurs choses. Un système de la qualité de l'air. Puis aussi, on a un mode animal, comme dans plein de véhicules électriques. Regardez, c'est complet, il manque rien ici. Ce que j'aime aussi, c'est que c'est personnalisable l'interface. Donc, plein écran. On peut avoir deux petites applications. Écoutez, ça sert à rien. C'est pas si mal. Et ça répond quand même vite. Bon système de son, Harman Kardon. Surround, tout ça. Puis c'est un véhicule très confortable. La console est large. Ici, c'est peut-être un peu trop large. On a un espace pour mettre deux poulets du Costco. Console centrale. Et encore une fois, là, je vous répète, là, le toit électrochromatique. Est-ce qu'il y a des choses importantes à mentionner là-dedans? Préconditionnement, il faut juste pointer une borne de recharge. Ça vous fait un message que le préconditionnement est en route. Donc, quand on fera le défi 500 km, ça ne sera pas trop compliqué. On peut configurer l'interface ici, mais somme toute, simple. Là, je ne peux pas vous le montrer parce que je filme, mais Apple CarPlay, c'est plein écran. Donc, l'entièreté de l'écran par CarPlay ou Android Auto. C'est très intéressant, ça. Et aussi, un peu comme dans beaucoup de véhicules électriques, le coffre à gants, ça prend un bouton. C'est tactile, malheureusement. Mais vous remarquerez ici, hein, ça, on voit ça dans le EX30, cette boutonnerie-là. Donc, ça nous fait un peu penser à d'où ça vient. Et si je mets le véhicule en marche avant, je vais vous montrer certains raccourcis qui sont intéressants. Regardez le combiné d'instruments. C'est rare que dans des véhicules électriques, on voit ça, mais on peut aller ajuster directement notre volant et nos miroirs avec les boutons sur le volant. Donc ça permet de ne pas aller jouer dans l'écran ici. Je trouve que ça, c'est une belle touche côté sécurité, ergonomie. Vous avez votre trip, ça aussi c'est bien. Vous pouvez changer la façon dont l'autonomie est représentée. On s'entend que si on met ça en certifié 532, ça ne fait aucun sens. C'est probablement WLTP, donc on ne touche pas à ça. On met ça en dynamique et on peut changer kilomètres ou 1000 à l'heure. Et aussi, on peut changer, si on veut, la carte, aide à la conduite ou rien. Donc, personnalisable, facile à utiliser. J'ai rien à dire. Et aussi, ça, c'est très intéressant. Lorsqu'on appuie sur les boutons du régulateur de vitesse, on peut changer la force du freinage régénératif 0, 1, 2 et mode sport ou non. Donc, belle touche ici. Pas besoin d'aller jouer dans l'écran. Une autre petite touche comique et amusante lorsqu'on va dans Ambiance, c'est le module pour l'éclairage ambiant. Donc, c'est le système solaire.
Et la couleur de l'éclairage ambiant là, va suivre en fonction de la planète que vous choisissez. Donc Jupiter, vous voyez, on est plus dans le rose. J'étais sur Uranus, je crois, au préalable, voilà. Donc l'ambiance change comme ça, vous pouvez changer la luminosité. Écoutez, pourquoi pas? Donc c'est maintenant le moment que vous attendiez tous, le départ du défi 500 km. Pour ceux qui se joignent à nous, là, qui sont nouveaux à Plus de Millage, je vais juste vous récapituler c'est quoi le défi 500 km. C'est un défi d'autonomie et de recharge rapide chronométré. Essentiellement, on part de Montréal, on se rend jusqu'à la tête des ponts à Québec via l'autoroute 20, on rebrouche chemin, on recharge s'il y a lieu, si on a besoin. Et le temps total de parcours, c'est la position du véhicule là, dans la charte essentiellement. Puis évidemment, on considère la température extérieure, les vents, la saison des pneus, là, sont aussi des pneus d'été, des pneus d'hiver. La charte est amalgamée au complet, mais à la fin, on choisit qu'est-ce qui est hiver, qu'est-ce qui est été. Et on compare ensemble. Donc, dans la prochaine scène, ça va déjà avoir fait 100 km que je vais avoir parcouru. Je vais pouvoir vous donner la première mise à jour du défi 500 km et le reste du défi là, suivra dans les scènes subséquentes. Donc, on est dans le défi 500 km. On a plus de 100 km de parcouru. Là, on va faire les conditions routières, conditions atmosphériques, consommation et aussi on va faire le brefage technique rapidement ensemble. Donc, j'ai à peu près plus de 100 km de parcouru depuis le départ. L'odomètre est calibré, on n'a pas de correction à faire. Conditions extérieures, 0 degrés Celsius. On va avoir une belle journée ensoleillée aujourd'hui. Les vents entre 0 et 5 km/h. Donc, c'est négligeable aujourd'hui. Mais on est en pneu d'hiver, il fait 0. Donc, on va rester en test catégorie hiver. Pour ce qui est du Polestar 4, longue autonomie, 2 moteurs, c'est un véhicule avec une autonomie Enercan 451 km. Une consommation autour de, j'ai mes petites notes ici, 23,6 kWh par 100 km en ville. Sur autoroute, 26,1 et 24,9 combiné là, pour avoir 451 km. Et en ce moment, depuis qu'on a quitté Montréal, 23,7 affichés kWh par 100 km. Donc, on serait autour de la consommation ville. Donc, on bat la cote Enercan actuellement. Je suis à 73 % de statut de charge, 313 km restants affichés et 110 km. Fait que là, ça fait 420 km à peu près. On va voir. La batterie est à 18,5 degrés Celsius. La thermorégulation est activée, mais il ne se passe rien parce qu'elle est déjà assez chaude. C'est bien. La batterie, c'est une batterie de 94 kWh utilisable. Là, c'est écrit 100 sur le véhicule, mais c'est 94 utilisables. Nickel, cobalt, manganèse, la chimie typique haute puissance. Et qui est intéressant aussi de mentionner, c'est une batterie architecture 400 volts, mais haut voltage 400 volts. Donc, on est à 460 volts lorsque le véhicule est chargé à bloc. Donc, ça, c'est bien. Là, ça facilite la recharge rapide. On a besoin d'un ampérage un peu plus bas pour aller chercher des vitesses appréciables. Donc, ça va nous aider. Je vous rappelle que la puissance de recharge en pointe, c'est 200 kW, mais c'est plutôt une courbe plus en montagne, comme on dit. Donc, il n'y a pas de plateau. On verra, là, un 10-80 % en 30 minutes. C'est pas tant rapide là, dans des véhicules de ce prix-là. Les Coréens font beaucoup mieux avec ça. Ensuite, pour ce qui est de la plateforme, au début de la vidéo, je vous dis que c'est un véhicule designé pour le marché chinois. C'est vrai, mais un véhicule assemblé chez Renault en Corée, là, sous contrat, parce qu'évidemment, Geely, Volvo, Polestar voulaient importer le véhicule en Amérique du Nord, donc il fallait l'assembler en dehors de la Chine. Ça ne changera pas, je pense, pour la nouvelle situation là, avec le quota de 49 000 véhicules. Probablement que Geely, Zeekr vont vouloir garder de la marge pour amener des véhicules qu'on n'a pas ici. Un Zeekr 7X, un genre de compétiteur de modèle Y qui recharge à 400 kW, architecture quasiment 1000 volts, avec une batterie LFP capotée. Ça serait intéressant d'avoir ici. C'est un véhicule qui est sur la même plateforme, la plateforme SEA, que le Polestar 4. Ça sera à voir. Et là, c'est ça la particularité. Il y a 2 choses que je voulais vous parler dans le brefage technique. C'est un véhicule qui est très gros, très large, empattement de 3 mètres, donc ça nous fait penser au véhicule EGMP de Hyundai. On n'a pas de lunettes arrière. Puis je me disais, est-ce que Polestar, Zeekr, parce que c'est un véhicule qui est développé par Zeekr en Suède, mais en réalité, c'est un véhicule pour le marché chinois. Là, c'est un peu bizarre. Leur bureau d'ingénierie est en Suède, Zeekr, mais c'est une compagnie chinoise. Peu importe. Ils utilisent l'expertise suédoise de Volvo là, pour développer des véhicules rapidement. Ceci étant dit, la plateforme SEA, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est extrêmement modulaire. Parce que le Volvo X30, qui est minuscule, est sur la même plateforme que ce véhicule-là. Puis on n'est pas pantoute les mêmes batteries, la même architecture, mais en réalité, c'est que toute l'architecture électronique, système de son,
technologie d'écran, technologie de conduite assistée viennent tous ensemble. Mais pour ce qui est du châssis, la voiture, la grosseur de la batterie, les dimensions, ça change. Il y a énormément de véhicules qui ne sont pas vendus en Amérique du Nord sur cette plateforme. On peut passer du Zeekr 001, le véhicule qui a une batterie semi-solide de 150 kWh de 1000 km, autonomie chinoise. C'est sur la même plateforme. Le Zeekr 7X que je vous mentionnais, le Volvo X30 et autres véhicules là, qui vont même s'en venir. Donc, c'est un package qui est assez modulaire et dans le fond, ça permet à Polestar de se concentrer sur leur produit qui est le look du véhicule, la conduite, la performance et laisser tout le développement des composants moins intéressants comme le système de thermorégulation, la thermopompe, les moteurs. On laisse ça au groupe Zeekr et on développe toute la vaisselle autour. Puis on fait juste choisir quels composants qu'on veut dans notre véhicule. Essentiellement, c'est comme si on faisait du fast-food avec un véhicule où on pourrait dire, où on fait, peut-être pas du fast-food, c'est comme un buffet. Hein? On prend tous les morceaux qu'on veut, on les met ensemble et on fait un véhicule. On est rendu à un point dans l'histoire de l'automobile, surtout que les véhicules électriques, c'est beaucoup plus des produits électroniques, des téléphones, des ordinateurs, que nécessairement des véhicules où développer un moteur à combustion interne, c'est un art et c'est extrêmement complexe. Une transmission automatique, c'est extrêmement complexe. Ne serait-ce que maintenant, c'est beaucoup plus la partie logicielle et la partie manufacturing, hein, fabriquer des voitures rapidement à bas coût, qui est le grand défi. Il n'y a pas de lunettes arrière dans ce véhicule-là. Ça, c'est une particularité intéressante. Et ce que Polestar dit, c'était pour deux raisons. Essentiellement pour améliorer le coefficient aérodynamique de 0,26 sur ce véhicule. Et aussi, c'est que pour les passagers à l'arrière, le fait qu'on n'a pas de lunettes arrière, d'un point de vue de structure, ça permet d'avoir un dégagement à la tête très, très bien. Et j'ai fait asseoir des personnes très grandes à l'arrière et ils m'ont dit, Alexandre, c'est super, on voit loin, on est bien. Donc, c'est un véhicule qui a été designé aussi pour les conforts passagers à l'arrière. Il y a énormément de place. Puis on voit ça aussi, c'est très chinois, ça. Les gens en Chine, c'est ça leur préférence. C'est nous en Amérique du Nord, c'est les gros pick-up, les gros VUS. En Chine, c'est les véhicules qui ont un espace arrière qui est très appréciable. L'espace arrière est très grand. On peut ajuster les sièges, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo. C'est vraiment ça, là, la recette là, du Polestar 4 ici. Et c'est un véhicule que je crois un peu plus GT, malgré que c'est un multisegment coupé, que moi je considère qu'il est plus une berline liftback, là, peu importe. C'est vraiment, là, personnellement, dans la nature du véhicule, là, un GT. Un véhicule grand tour. C'est un véhicule qui va vite, c'est un véhicule qui roule sur l'autoroute, mais c'est un véhicule qui est relativement quand même agile, ultra silencieux. Donc, c'est un bon package à date. Donc, ceci étant dit, après vous avoir raconté la petite histoire de la plateforme, je vais continuer mon chemin et on va se reparler, tout dépendamment de ce qui va arriver, là, si j'ai des pépins, on va se reparler plus tard. Sinon, on va se reparler directement à Saint-Louis-Blandford, à la station de recharge. OK, on arrive au point de retournement dans 13 km. Je vais faire une petite mise à jour vite. La batterie est à 16,5 degrés. On est à 40 % de statut de charge. 173 km restants d'affiché. 235 km parcourus. 23,9 kWh par 100 km. Donc, on se maintient encore là, dans la plage entre la consommation combinée et la consommation en ville. Puis là, le soleil est dans mon visage. Je m'excuse, mais c'est la vie. Je veux juste vous dire que il faut vraiment que j'arrête de prendre une pause biologique. Voyez-vous, hein? Si vous êtes capable de faire 400 km sans arrêter, c'est bien. Moi, je suis pas capable. Donc, je vais chronométrer ça sur ma montre à la seconde près. On va déduire le temps. Ça va garder le résultat officiel. C'est pas la première fois qu'on fait des déductions comme ça, mais là, il faut vraiment que j'arrête. Il fallait que je vous le dise. Mais tout va bien, tout se maintient. On va arriver à Saint-Louis-de-Blandford à 13 %, 12 % peut-être. Puis on va se faire une recharge, je soupçonne, jusqu'à entre 50 et 60 %.
on vient de se brancher au superchargeur Tesla à Saint-Louis-de-Blandford. C'était moins cher que le circuit électrique. On est arrivé à 9 %. Et là, on va juste ajuster. Et voilà, regardez, ça rentre déjà à 150 kW dans les batteries. Où est notre ampérage? Ah, il va falloir que je configure ça pour voir l'ampérage qui entre. Mais on est au max, là, ici. Charging Power 200. Voilà. Aussi simple que ça. Je soupçonne qu'on va arrêter de recharger autour de 50 ou 60 %. Mais je vous reviens avec ça. On a pogné la puissance maximale. Je suis très content. OK, on vient de quitter Saint-Louis-de-Blandford. Recharge rapide, là, ça a bien été. Ça a pris 17 minutes. Ça a coûté 16,51 $. On a déjà 1 $ la minute, mais c'est pas ça. C'était 36 sous le kilowattheure le tarif pour les véhicules non Tesla. On a mis 46 kWh dans la batterie. On est à 56 % de statut de charge. On va arriver à Montréal à 14. J'estime que ça va s'y réajuster autour de 10. Donc, la règle du 10 % à l'arrivée, parfait. Puis, on se met en route. Ça va super bien. Hein? Une bonne session de recharge. Là, 200 kW pendant à peu près là, un bon 15 %. Après ça, on s'est maintenu 190, 180. Puis après ça, une petite pente descendante. Là, ça s'est terminé, je pense, à 140 ou à 130. Je me souviens plus. J'étais au téléphone pendant ce temps-là. Mais... on met de l'énergie rapidement, mais oui, jusqu'à 80 %, je trouve que c'est long. C'est pour ça que c'est une voiture, je pense, qui c'est mieux de faire du 10-60 % pour des sauts de mouton. Là, on a une autonomie d'à peu près 350 km, incluant le préconditionnement en hiver, là, en ce moment. Si on serait l'été, il n'y aurait pas de préconditionnement. On pourrait faire 400-410 km facilement. Donc, comme je vous dis, c'est un GT, voiture qui peut parcourir de la distance. Puis là, je m'excuse, vous ne voyez plus mon visage à cause de la lumière, mais bon. Là, je vais passer la parole à Alexandre, qui est à Montréal, qui va parler de l'agrément de conduite, le comportement routier du Polestar 2. Du Polestar 4. Hey, hein, je me suis trompé. Puis après ça, ce sera la conclusion. À plus. Au volant du Polestar 4, pendant qu'Alexandre du futur continue son défi 500 km. D'habitude, je filme cette partie-là après le défi, mais là, aujourd'hui, je le filme avant. Écoutez, hein, la magie du cinéma, vous voyez rien aller. Et en fait, j'adore ça, faire ça. Polestar 4. Côté conduite, agrément, je considère ce véhicule beaucoup plus dans la catégorie GT, Grand Tourer, berline, VUS Coupé Sport que quelque chose de très, très sportif. Parce que ça reste un véhicule qui est lourd, 2240 kg dans la configuration actuelle. La suspension est ajustable. Vous avez 3 niveaux, hein, normal, agile et ferme. Là, je vais juste valider dans quel paramètre je suis. Bon, drive. Je suis en standard. On met ça en ferme. Et je suis en puissance là, maximale, mode performance. Et on va embarquer sur le pouvoir de la véranderie, là, puis on va voir là, la puissance là, sur le décollage. On va faire notre virage, on va s'engager sur le boulevard, puis ensuite on va mettre ça à fond. À fond. Ouais. 536 chevaux, 2 moteurs. C'est immédiat, ça déménage beaucoup plus qu'en mode normal, en mode autonomie qu'on appelle. Puis je suis content parce que le mode autonomie, il y a un bon délai lorsque vous appuyez sur la pédale. Donc c'est doux, si la chaussée est glissante. Je pense que ça favorise beaucoup l'autonomie, malgré que à la fin, c'est pas... contrairement à ce que la compagnie d'instruments nous dit, on n'a pas d'autonomie de WLTP. On est plus dans, moi je crois, dans le 400 km autonomie réelle, mais c'est correct pour 100 kWh. Autre fait intéressant, lorsque la suspension est en mode standard, c'est très doux, très confortable. C'est un véhicule qui est gros, qui est large, mais ça se déplace bien sur les rues chaotiques de Montréal, malgré qu'on a des immenses roues de 21 pouces. Je pense que la calibration est bien faite ici. Puis oui, en mode ferme, c'est assez ferme, ça tape pas mal. Mais écoutez, vous pouvez le désactiver, hein, c'est pas la fin du monde. Je vous dirais que la direction est floue. C'est bien beau, là, c'est direct, mais on n'a pas beaucoup de feedback de la route. Puis je crois que c'est peut-être à cause qu'on a des pneus d'hiver en ce moment. J'aurais aimé l'avoir en pneus originaux, là, les pneus qui viennent avec le véhicule, mais bon, c'est la vie. Mais aussi, je pense pas que la priorité ici de Polestar, Geely, Zeekr était de faire un véhicule qui était nécessairement ultra sportif. Je pense qu'ils voulaient faire vraiment un véhicule qui roule bien sur la route, qui répond, qui est sécuritaire, puis qui a une allure sport. Puis je pense que la partie sport, c'est vraiment plus l'accélération, la performance, la reprise. Mais d'un point de vue d'agressivité de la direction, on n'y est pas.
À la fin, je pense que le client moyen qui va acheter ce véhicule-là s'en fout un peu. Ce véhicule-là va être beaucoup plus utilisé comme véhicule familial ou berline, VUS exécutif. Donc, c'est correct, mais j'aurais aimé avoir de quoi d'un peu plus dynamique côté direction. Silence de roulement, excellent. On n'a même pas de vide double, donc il y a du très beau travail qui est fait ici. J'apprécie aussi la performance du freinage régénératif. Là, on peut choisir 3 niveaux, hein, donc rien, moyen et fort. Puis le freinage régénératif au mode fort fonctionne très bien. Vous vous rendez jusqu'à l'arrêt. Vous pouvez choisir hein, si votre véhicule fait une petite marche rampante, là, comme un véhicule automatique traditionnel, véhicule thermique. Sinon, vous pouvez le désactiver. Moi, je l'ai désactivé. Mais ça se débrouille très bien en ville. Mais, mise en garde, c'est beaucoup plus large que l'on pense là, dans mon stationnement souterrain à la maison. J'ai fait le saut. C'est difficile d'ouvrir les portes. C'est un véhicule très large. Mais l'avantage ici, c'est vraiment sur la route, ça porte super bien. Là, vous êtes vraiment dans un véhicule avec une conduite luxueuse et exclusive. La plateforme y est. Là, on a 3 mètres d'empattement aussi et ça aussi, ça favorise le comportement confortable, stable, sécurisant et l'espace pour les jambes à l'arrière. Mais globalement, c'est une belle réussite là, côté agrément de conduite, sauf que je crois qu'il manque un peu de performance. Et aussi, il faut quand même, on n'a pas le groupe là, performance Polestar avec les amortisseurs à Hole-ins ajustables. Donc, probablement là, que le dynamisme manquant là, dans la colonne de direction doit probablement être supérieur là, lorsqu'on prend cette option. On a terminé le défi 500 km. On a les résultats. C'est assez bon. Personnellement, je trouve qu'on a eu une bonne performance du Polestar 4 aujourd'hui. On a terminé le défi à 10h07 du matin, puis on est parti à 5h le tapant ce matin. On a une déduction de 5 minutes pour ma pause biologique à Québec, à Lévis. Donc, ça fait 5h02 temps total. Hey, c'est excellent, c'est proche de 100 km/h de moyenne. Il y avait une recharge de 16 minutes à Saint-Louis-Blandford qui s'est déroulée parfaitement. Avec tout ça, ça nous donne une consommation, je le vois ici, sur le 500 km de 24,9 kWh par 100 km. Et ça inclut le 80 km où la batterie a été préconditionnée d'à peu près 16 degrés jusqu'à 28 degrés Celsius. Donc, on a mis un peu plus d'énergie. On a utilisé un peu plus d'énergie. Et ça inclut tout. Et on bat quand même la cote Enercan sur autoroute de 26,1. Donc, je ne veux pas être trop enthousiaste avec le Polestar 4, mais ce qui est bien, c'est que d'un point de vue de rouler sur l'autoroute, faire de la longue distance, le pourcentage de batterie affiché par le système de navigation est excellent. L'autonomie dynamique, ça fait du sens. Puis aujourd'hui, on a pu le tester dans des conditions qui ne sont pas nécessairement idéales. C'était pas la fin du monde. Là, à 0 degré, pas de vent, ça se passe bien. Là, il fait 10 degrés maintenant à la fin du défi. Ce qui veut dire que, supposons qu'il ferait 20 degrés Celsius, nous serions sur les pneus 4 saisons que le véhicule vient avec. Bien, probablement qu'on aurait un résultat encore meilleur. On ne peut pas faire 500 km là, sans recharger, je suis sûr. Mais on irait chercher peut-être un 420-440 km avant de recharger. Par exemple, on aurait pu aller recharger soit à Saint-Germain-de-Grand-Am, juste passer Drummondville, ou à Saint-Hyacinthe, là, chez Electrify Canada, comme on a fait avec le Polestar 3, le Ioniq 9 là, et autres véhicules là, qui ont une batterie d'autour de 100 kWh et qui ont réussi à aller étirer ça, mais on était l'été avec ces 10 véhicules. Donc, ça, c'est les résultats du défi 500 km. Performance appréciable, très content. Puis là, vous l'avez vu sur la charte, là, les résultats, ça fait du sens. Ensuite, il nous reste une seule chose à faire avant de terminer la revue, c'est combien ça coûte. Bien, ça coûte cher. Malheureusement, le Polestar 4 commence en déclinaison propulsion. C'est un moteur avec une autonomie Enercan, je crois, de... je vais l'afficher à l'écran, mais je crois que c'est autour de 480 km. Là, il n'y a pas une version à 500 km. Et c'est 64 990 avant transport préparation. Mais il manque des options. La configuration actuelle, c'est longue autonomie 2 moteurs avec le Pack Plus qui vous donne le toit ouvrant, le volant chauffant. Ça, je trouve que c'est fou. Là. Cacher le volant chauffant derrière un pack d'options, ça me fait capoter dans une voiture qui commence déjà à 65 000, mais c'est la vie. Donc, on est à 82 000 $. Faut que les taxes, on approche 100 000 Puis on n'a même pas la version performance, qui vient avec, comme je vous expliquais, une suite là, de suspension beaucoup plus cossue, des plus gros freins, tout ça. Donc, ça se paye, hein, malheureusement, mais quand même, là, si on tasse les tarifs du Polestar 4, les prix du Polestar 4, on a un véhicule qui,
livre la marchandise, là, puis on a pu le tester à 0 degré, donc ça nous donne une bonne idée là, d'un point de vue, là, dans une année complète, ça va être quoi la performance moyenne. Donc, je suis très content d'avoir fait ça. Si vous avez aimé cette revue, bien, pensez à nous laisser un petit like, vous abonner à la chaîne et même si vous voulez contribuer au succès de Plus de Millage, bien aussi vous pouvez se joindre. C'est un autre bouton dans l'interface YouTube. Puis avec une petite contribution mensuelle, des vidéos comme celle-ci, vous allez pouvoir les visionner 1 semaine, 2 semaines, des fois 1 mois à l'avance. Sur ce, on se laisse là-dessus.